Quel est le point commun entre la méthode de musculation d'Olivier Lafay, le mind mapping de Tony Buzan et la semaine de 4 heures de Tim Ferriss? En plus d'être des best-sellers absolus, ces 3 livres ont eu un impact sur la culture. Ils ont presque tous plus de 20 ans et pourtant ils sont encore reconnus comme des références dans leur domaine. Et la différence entre ces 3 livres et des livres classiques, c'est que ces 3 livres ont été les fondateurs d'une nouvelle méthode. Et si tu veux bâtir une carrière autour de ton contenu et autour de tes idées, créer une méthode, c'est exactement ce que tu dois faire. Le succès est atteint en 4 phases. La première phase, c'est la phase du singe. Le singe, il est dans l'imitation. Il va regarder ce que font les créateurs qui marchent, il va imiter ces créateurs-là et il va essayer de se faire connaître comme ça. La plupart du temps, ça va pas marcher parce qu'il va faire la même chose en moins bien. Mais c'est pas grave parce que cette phase d'imitation, elle sert pas vraiment à faire quelque chose qui marche, elle sert surtout à apprendre. On apprend en imitant les autres et c'est comme ça qu'on atteint les bases. Tous les grands artistes peintres ont commencé en imitant le classique pour ensuite trouver leur propre style. Picasso n'a pas commencé par le cubisme. Pendant cette phase où ils imitaient les classiques, ils étaient invisibles, inconnus, mais c'est cette phase qui leur a permis ensuite de devenir bons et de créer leur style. Après la phase du singe, on a la phase du corbeau. Le corbeau, c'est un rebelle. Il se rebelle contre les méthodes traditionnelles, il se rebelle contre les méthodes que lui-même a suivies avant et dont il a fait la promotion. Il se rebelle contre l'ordre établi et il commence à attirer l'attention sur lui. Mais il le fait d'une manière qui est immature. Donc il n'est pas encore un grand, il n'est pas encore un maître, mais il a besoin de passer par cette phase de rébellion pour le devenir. Ensuite on a la troisième phase, la phase du lion. Le lion, il a arrêté de se rebeller, il est entré dans une phase de maturité, d'adulte, et il est dans une phase de construction. Il apporte une plus-value dans son domaine, dans son expertise, dans sa thématique. Il crée de la nouveauté. C'est dans la phase du lion qu'on va créer ses méthodes, qu'on va inventer ses méthodes. C'est dans la phase du lion qu'était Tim Ferriss quand il a fait la semaine du 4 heures, c'était dans la phase du lion qu'était Tony Buzan quand il a créé les mind maps, et c'était dans la phase du lion qu'était Olivier Lafay quand il a fait sa méthode de musculation sans matériel. Et puis enfin, on a la phase de l'éléphant, ça c'est la phase de la stabilité. L'éléphant a déjà construit ses méthodes, et ce qu'il fait, c'est qu'il les perfectionne, il les approfondit, et il travaille sur son héritage. L'éléphant est quasiment indétrônable parce qu'il est tellement gros, il est devenu tellement important dans sa thématique que tout le monde le respecte. Toutes les nouvelles méthodes qui sont créées sont basées sur la sienne. Le gros problème qu'ont les créateurs de contenu, les auteurs, les formateurs qui n'arrivent pas à se faire remarquer, qui n'arrivent pas à percer, c'est qu'ils restent coincés dans la phase du singe, dans la phase de l'imitation. Je compte pas le nombre de créateurs de contenu qui se contentent de répéter des méthodes qu'ils ont vues ailleurs, qui se contentent de diffuser des choses qui sont déjà connues la plupart du temps par leur audience, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à attirer l'attention sur eux. C'est parce que les gens n'ont pas vraiment de raison en fait de consommer leur contenu ou leurs produits, puisqu'il y a déjà des gens qui le font mieux qu'eux la plupart du temps, parce qu'ils sont dans une phase qui est plus avancée, et parce que comme c'est eux qui ont inventé la méthode, ils savent souvent mieux l'expliquer. Les gens qui restent coincés dans la phase du singe n'arrivent pas à se démarquer, ils sont donc ignorés par l'audience, et le fait d'être ignoré par l'audience, ça crée de la frustration. Du coup on va essayer de trouver encore plus de méthodes existantes, de faire encore plus ce qui marche déjà chez les autres, et en continuant à imiter, on nourrit ce cercle vicieux de rester ignoré. Au lieu de créer de la valeur ajoutée dans leur thématique, les gens qui sont coincés dans la phase du singe accumulent les petites techniques qui ne marchent pas, les petites techniques pour se faire connaître, pour faire des titres putaclic, ou les petits détails marketing qui vont dispatcher à droite à gauche sur leur page de vente. Ils voient pas que le vrai problème, c'est pas que leur page a pas assez d'éléments de persuasion, mais que le vrai problème, c'est que leur méthode, leur mécanisme n'est pas nouvelle, et donc pas excitante pour l'audience. Si tu fais partie des créateurs qui sont coincés dans la phase du singe, ce dont tu as besoin, c'est de quelque chose de nouveau, quelque chose que les gens n'ont pas encore vu ailleurs, quelque chose qui vient de toi, quelque chose de ton invention. Tu dois donc être capable d'inventer tes méthodes propriétaires. Et là, tu vas me dire, t'es bien gentil Antoine, mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce qu'on invente ses propres méthodes? C'est exactement ça que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Et tu vas voir, c'est peut-être beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Juste avant de t'en parler, ça sert à quoi de créer ses propres méthodes? Ça sert à construire une carrière autour de ça. Si tu es capable d'inventer tes méthodes, tu peux créer des produits que tu vas vendre. Et ces produits, ils prendront la forme de formation en ligne. Moi, je fais ça depuis 10 ans. J'ai généré plus de 4,5 millions d'euros de ventes avec mes formations, avec mes méthodes. Et je te montre comment créer une formation en ligne en seulement 48 heures dans un tutoriel complet, gratuit, auquel tu peux accéder en cliquant sur le premier
premier lien dans la description. Tu vas apprendre à trouver des sujets qui marchent, à mettre de la nouveauté, à créer un concept original, à créer un plan. Je vais te montrer les outils que j'utilise pour créer mes formations très rapidement, comment je la tourne, sur quelle plateforme je la mets en vente et comment j'ai transformé cette passion en un métier qui me permet de bien gagner ma vie aujourd'hui. Accède gratuitement à cette vidéo en cliquant sur le premier lien juste en dessous. Alors voilà ma méthode pour créer des méthodes. C'est une méthode en 5 étapes que tu peux appliquer à n'importe quelle thématique dans ton domaine et même à l'intérieur de ton domaine. L'idée c'est pas d'avoir qu'une seule méthode mais de l'appliquer à plein de problèmes pour créer toute une batterie de méthodes qui vont être cohérentes les unes avec les autres, qui vont créer ton écosystème. Et c'est cet écosystème qui va te permettre de passer de la phase du lion à la phase de l'éléphant. L'éléphant, c'est-à-dire la phase la plus solide, celle dans laquelle tu es quasiment indétrônable. Alors la première étape, c'est simple, c'est d'identifier les problèmes de ta thématique. Qu'est-ce qui paralyse ton audience, tes clients? Qu'est-ce qui les empêche de réussir? Et là, on va vraiment revenir à la source. Par exemple, si j'ai envie de m'attaquer au problème des habitudes, je vais me rendre compte que les gens ont du mal à prendre de bonnes habitudes et à les conserver. Là, ça va être le début d'année, il y a plein de gens qui vont prendre des bonnes résolutions et comme on le sait tous, les bonnes résolutions, généralement, ils vont les abandonner au bout de 2-3 semaines, elles vont pas du tout tenir l'année. J'ai envie d'inventer une méthode autour de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lister les raisons pour lesquelles les gens échouent. La première raison, c'est qu'ils se mettent trop d'habitudes à tenir en même temps et du coup, ils se sentent un petit peu submergés. La deuxième raison, c'est qu'il y a trop d'imprévus dans leur journée, dans leur semaine, dans leur mois qui va casser en fait le rythme de leurs habitudes. La troisième raison, c'est peut-être qu'il y a trop de volonté qui est requise. Il faut que je me lève, il faut que je me motive. À 3 heures de l'après-midi, il faut que je me dise allez, il faut que j'aille au sport, machin, j'ai pas envie, c'est difficile, c'est laborieux. Et la deuxième étape pour construire la méthode, c'est que je vais noter tout ce qui ne va pas avec les méthodes classiques. Aujourd'hui, il existe déjà des méthodes. Il existe des méthodes pour tout. Et toi, pour inventer ta nouvelle méthode, tu vas devoir te construire en opposition avec ces méthodes-là. Donc, qu'est-ce qui marche pas? Par exemple, dans les habitudes, ce qui marche pas, c'est de se forcer. Ça va marcher les jours où tu es en forme, les jours où tu as bien dormi, les jours où tu as un haut niveau de volonté. Mais un jour où tu as mal dormi, où tu as fait un peu la fête la veille, où tu es un peu déprimé, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas marcher de se forcer. Ce qui marche pas, ça va être de se motiver. La motivation, ça marche très bien au début du cycle, les premiers jours. Mais au bout de 180 jours, elle est plus là la motivation. Comment tu fais pour tenir tes habitudes? Ce qui va pas marcher, c'est les listes de tâches à rallonge ou les systèmes de productivité très complexes, avec des sous-tâches dans tous les sens, avec des rappels qui viennent te notifier toute la journée et te surcharger mentalement. Tous ces trucs-là, ça ne marche pas. Donc je vais lister tous ces trucs qui marchent pas. Et la troisième étape, ça va être de noter, parmi toutes les solutions qui existent, quelle est la meilleure solution existante. Par exemple, une très bonne solution pour tenir ses habitudes, c'est les routines matinales. Donc je me dis, tiens, ça pourrait être un bon point de départ. Les routines matinales sont plus faciles à tenir parce que il n'y a pas besoin de déclencheur de motivation. Le déclencheur, c'est le réveil, c'est le lever. Et donc tu vas prendre ta douche, te brosser les dents, éventuellement prendre un petit déj, et tu as simplement à suivre ta routine comme une habitude. Mais maintenant, je vais me poser la question, c'est quoi les limites de cette méthode-là? Alors oui, c'est peut-être la meilleure méthode, mais qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas si bien? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai pas de routine matinale? Et là, je vais lister les nouveaux problèmes. Donc je vais dire, moi, j'ai pas de routine matinale parce que j'ai l'impression que les gens qui te parlent de routine matinale, c'est des espèces de warriors qui se lèvent à 5h du matin. Moi, j'ai pas envie de me lever à 5h du matin. Ils prennent des douches froides, ils font 1 heure de méditation. Je me vois pas faire ça, c'est trop axé spiritualité, trop axé dev perso. Moi, je veux quelque chose qui soit concret et qui soit applicable à mes habitudes, aux habitudes que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Par exemple, la lecture. Les bénéfices des routines matinales, pour moi, ils sont pas très clairs. Comment est-ce que je pourrais repartir de ce concept-là, qui est un bon concept, et le faire à ma sauce, le faire finalement pour moi, pour mes besoins? Et j'en arrive à la 4e étape, qui est de lister tout ce que je pourrais améliorer dans cette méthode. Comment la rendre plus facile, plus agréable, plus rapide? Par exemple, je pourrais réutiliser ce qui fait que les routines matinales fonctionnent, le déclencheur du réveil, mais d'utiliser ces routines matinales pour empiler un maximum de bonnes habitudes que je veux avoir dans ma journée, et comme ça je m'en débarrasse entre guillemets le matin et je peux continuer ma journée tranquille. Ces habitudes, ça va être la lecture, ça va être de faire de la luminothérapie avec mes lunettes tous les matins parce que c'est l'hiver et que moi j'ai besoin de lumière. Ça peut être de faire un petit peu de méditation, j'ai toujours voulu me mettre à la méditation mais j'arrive jamais à le tenir. Si je le stack, si je l'empile dans mes habitudes de ma routine de réveil, peut-être que ça peut marcher, donc je vais rajouter 10 minutes de méditation tous les matins. Et tiens, pour gagner du temps, je vais faire ma méditation avec mes lunettes de luminothérapie, comme ça je fusionne 2 bonnes habitudes ensemble. Et si je veux ajouter des petites choses que j'oublie souvent, comme prendre des compléments alimentaires ou me laver le nez par exemple, je peux l'ajouter dans ma routine matinale et comme ça je suis sûr de pas l'oublier. Et je pourrais même aller plus loin et ajouter une routine du soir, une routine du coucher, avec par exemple du yoga ou un moment où j'écris dans mon journal. Et puis je pourrais même pousser tout ça plus loin, entrer dans les détails, comment je pourrais mieux écrire dans mon journal, est-ce que je pourrais pas utiliser l'IA pour avoir un journal interactif qui me répond? Et là en fait en faisant ce travail, mais je suis en train de construire ma
méthode. Je suis en train de construire une méthode unique qui n'existe pas parce qu'il y a des spécificités et des détails que j'ai ajoutés pour mes besoins personnels. Et si mes besoins personnels peuvent être satisfaits avec ces ajouts, bah peut-être que les besoins d'autres personnes, typiquement les gens de mon audience, peuvent être satisfaits aussi. Donc tiens, je suis en train de construire une méthode qui peut avoir de la valeur et donc que potentiellement je pourrais vendre. Qu'est-ce qui me reste ? L'emballage. La 5e étape, ça va être de donner un nom à ma méthode. Nommer quelque chose, c'est se l'approprier. À partir du moment où tu rentres dans un magasin avec ton petit neveu voit un nounours et lui dit « J'adore ce nounours, à partir de maintenant, il s'appelle Teddy », t'es foutu. Le nounours, il lui appartient, il lui a donné un nom et tu vas être obligé de l'acheter. À partir du moment où tu donnes un nom à ta méthode, on ne peut plus te voler ta méthode. Évidemment, on peut reprendre le concept et le brander différemment, mais à partir du moment où on veut utiliser cette méthode spécifiquement, on va devoir citer le nom et donc on va devoir t'en attribuer la paternité. Alors comment on trouve un bon nom ? Une méthode efficace, c'est de mettre le nom du truc avec un préfixe ou un suffixe. Par exemple, le best-seller Atomic Habits de James Clear, on a le nom du truc qui sont les habitudes et on a un préfixe qui est ajouté qui est le préfixe atomique. Si je prends la semaine de 4 heures, c'est pareil, le truc c'est la semaine et 4 heures c'est un suffixe qui a été ajouté pour spécifier ce dont on parle. Donc par exemple, pour nommer ma méthode sur les habitudes, je pourrais partir du mot routine parce que tout tourne autour des routines et ajouter un préfixe, par exemple mini routine, ou alors ajouter un suffixe, par exemple les routines de 60 minutes. Une autre manière de nommer, c'est simplement de l'appeler la méthode X. Par exemple, ma méthode de création YouTube, je l'appelle la méthode des arbres. Chaque vidéo YouTube que je crée est une graine que je plante et parmi toutes ces graines, il y en a qui vont devenir des grands arbres et m'apporter beaucoup d'audience. On a le régime du camp, on a la méthode Lafay, ça peut être ton nom tout simplement. Ça peut être aussi un acronyme, la méthode GTD, Getting Things Done, la méthode AIDA pour faire les pages de vente, ou ça peut être des associations entre deux mots évocateurs, par exemple les mind maps de Tony Buzan, carte mentale, ou alors le CrossFit. Alors pour récapituler, ma méthode pour créer des méthodes, elle est très simple, elle commence par identifier les problèmes de ton audience par rapport au sujet que tu as envie d'aborder, noter tout ce qui ne va pas avec les méthodes classiques, ce qui t'empêche de le faire, ce qui rend ça chiant, ce qui rend ça pénible, ce qui rend ça long, noter la meilleure solution existante et tous les problèmes qui sont associés à cette solution, qu'est-ce qui fait que cette solution c'est la meilleure et qu'est-ce qui fait que cette solution, malgré ça, elle est pas idéale ou en tout cas elle s'applique pas bien à toi ou aux besoins de ton audience. Le 4e point, ça va être de lister tout ce que tu pourrais ajouter, accoler à cette méthode pour la rendre meilleure, plus efficace, plus rapide, plus agréable. Et la 5e étape, ça va être de lui donner un nom à cette méthode, bam, le tampon propriété. Et puis une fois que tu as fait tout ça, il reste une dernière étape qui va être l'étape de test. Tu vas tester ta méthode sur toi ou sur des clients par exemple que tu accompagnes et tu vas ajuster les détails. Par exemple, en ce moment, je suis en train d'affiner mes routines. Donc je change l'ordre par exemple des actions pour trouver l'ordre qui me convient le mieux. Je cherche des outils pour mettre ça en place plus facilement, par exemple une application sur mon téléphone. Je réfléchis à la durée de chacune des routines, comment l'optimiser, l'améliorer. Et chaque jour, j'essaye d'optimiser un petit peu le système jusqu'à ce qu'il me convienne et que je puisse l'emballer et le mettre à disposition de mon audience. Et comment est-ce qu'on va la mettre à la disposition de son audience ? C'est ça le piège à éviter, c'est de ne pas laisser ta méthode t'échapper. Une fois que tu as inventé et que tu as testé ta méthode, tu vas le plus rapidement possible la mettre sur le marché pour que les gens comprennent bien que c'est ta méthode. Pour ça, tu vas devoir être vocal. Tu vas devoir devenir ambassadeur de cette méthode. En parler le plus largement possible, le plus souvent possible sur un maximum de plateformes. Que ce soit dans tes contenus, dans tes vidéos YouTube, donner un maximum d'explications sur cette méthode, pourquoi elle est mieux, comment elle peut changer la vie des gens, comment l'appliquer concrètement, faire des tutoriels pour appliquer cette méthode, et puis bien sûr, faire des formations en ligne. La formation en ligne étant le meilleur format aujourd'hui pour lancer sa méthode. Évidemment, on a les livres, sauf que le livre, il faut 1 an pour le sortir. Et entre-temps, quelqu'un d'autre peut théoriser cette méthode et ton livre va faire un flop. Donc l'idée, ça va être de pré-tester cette méthode en faisant une formation en ligne. Si la formation marche, à ce moment-là, tu sais que le livre a du potentiel et tu perdras beaucoup moins de temps en écrivant un livre que tu as déjà testé en amont. Donc moi j'ai énormément de formations qui sont basées sur une méthode propriétaire, la méthode des petits produits par exemple, la méthode des mini-tunnels qui va avec la méthode des petits produits, la méthode pub pour tous qui permet de lancer ces mini-tunnels, la méthode mini-page de vente qui permet de vendre ces petits produits, la méthode vidéo moche qui permet de faire la promotion de tout ça dans des vidéos qui sont faciles à créer. Et en fait, comme tu le vois, toutes ces méthodes, elles sont compatibles les unes avec les autres. Elles forment un écosystème qui génère de l'attention, de la crédibilité
et de l'argent pour mon business. Parce que si quelqu'un suit la méthode des petits produits ou suit la méthode des mini-tunnels, il y a de fortes chances que derrière il ait besoin de faire des pubs et des pages de vente. Et donc c'est logique qu'ils viennent prendre les méthodes chez moi parce que c'est des méthodes qui sont compatibles avec les méthodes qu'ils ont déjà suivies chez moi. C'est la même raison pour laquelle quand les gens achètent un iPhone, ils achètent les AirPods et l'Apple Watch qui vont avec, parce que c'est des produits qui sont beaucoup plus agréables à utiliser quand on a déjà un produit Apple. Une fois que les clients sont enfermés dans l'écosystème, qui s'y sentent bien, confortables, il n'y a plus vraiment de raison qu'ils en sortent et c'est comme ça que tu gagnes des clients à vie. Voilà, tu as maintenant le process pour appliquer tes méthodes. La dernière étape, ça va être évidemment de les vendre, ces méthodes. Et pour ça, on l'a dit, le meilleur format, c'est la formation en ligne. Il existe des méthodes très complexes, très longues et parfois très coûteuses pour créer des formations en ligne. Moi, je suis contre ces méthodes-là. Je pense que c'est le meilleur moyen de dégoûter les gens de la création de formations, alors que créer des formations, c'est facile et c'est joyeux. C'est pour ça que j'ai créé ce tutoriel, comment créer une formation en ligne en 48 heures, qui va te montrer pourquoi c'est facile et tu peux le faire, et comment le faire concrètement en un minimum de temps. Et quand je dis 48 heures, c'est pas 48 heures de travail, ça veut juste dire que dans 48 heures, dans 2 jours, ta formation pourra être prête à vendre, mais ça va te demander que quelques heures de travail. La vidéo a déjà été vue par plus de 50 000 personnes. Si tu l'as pas encore vue, clique sur le premier lien en description, entre ton mail et je t'envoie ça gratuitement dans les minutes qui suivent. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.